Bon matin. Merci beaucoup d'être là. Les conférences de ce matin sur le thème de l'homoparentalité s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de lutte à l'homophobie et à la transphobie, donc qui est célébrée internationalement pour dénoncer les discriminations dont sont victimes encore aujourd'hui les personnes qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. Et on a une belle journée. Dame Nature est de notre côté, va elle aussi lutter contre l'homophobie et la transphobie. Donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. D'autant plus qu'on a des conférencières de grande qualité avec nous. Et avant de vous les présenter, je tiens à remercier les partenaires. En fait, je vais me présenter. On va commencer par ça. Donc, je m'appelle Marie-Christine Rochefort. Je suis intervenante au service d'information et de sensibilisation au GRI Québec, qui est un organisme qui démystifie l'homosexualité et la bisexualité. Et je fais partie du comité organisateur des journées en lien avec la journée de lutte à l'homophobie et à la transphobie. Et sur le comité organisateur, il y a plusieurs organisations de la communauté LGBT à Québec. Donc, cette journée-là est chapeautée par GLBT Québec Lutte à l'homophobie, dont le directeur général, M. Olivier Poulain, est à l'arrière, les yeux rivés à son écran. Et il y a aussi le groupe gay de l'Université Laval qui a été sur le comité. Donc, je vous souligne en passant que le groupe gay de l'Université Laval a édité un recueil. C'est la 4e édition, c'est bien ça? Troisième édition du recueil Lueur, des textes d'auteurs qui sont gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels et alliés. Donc, vous pouvez vous procurer le recueil au coût de 15 $. Bien ça, parfait. Sur le comité, il y avait aussi le GRI Québec, dont moi, le GRI Chaudière-Appalaches, dont les représentants ne peuvent plus être là aujourd'hui, le Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Sida, le MIELS Québec, et la Coalition des familles homoparentales. Donc, tous ces partenaires-là sont mis ensemble pour créer les journées qu'on va vivre prochainement. En fait, aujourd'hui et demain. Et donc, voilà, je veux aussi souligner la présence dans la salle d'une invitée, donc Mme Annick Papillon, députée fédérale de Québec. Merci beaucoup d'être là avec nous et de soutenir la cause. Et finalement, je vous présente nos 3 conférencières qui vont monter sur scène à tour de rôle. Donc, chaque conférence va durer 30 minutes et je vous demanderai si possible de garder vos questions pour la fin. Donc, on va ensuite faire remonter toutes les conférencières sur scène et pouvoir prendre un bon 30 minutes de questions. Sur scène, il va y avoir Mme Isabelle Bédard, candidate au doctorat en psychologie à l'Université de Québec à Montréal, qui va nous parler de la recherche, donc état des lieux de la recherche sur l'homoparentalité. Mme Bédard, vous êtes bonjour. Merci d'être là avec nous. On reçoit aussi Mme Mona Greenbaum, qui est directrice générale de la Coalition des familles homoparentales, qui va nous parler de ce que fait la coalition sur le terrain, donc de ses interventions, de ses formations, etc. Et finalement, Mme Jeanne Lagabrielle, qui est enseignante et représentante de la Coalition des familles homoparentales à Québec et qui est maman d'un petit garçon de 2 ans, le merveilleux Balthazar, qui va pouvoir témoigner de son expérience comme mère à l'instant. Voilà. Et avant de commencer, je vais céder la parole à Monsieur Félix Joyal-Lacerte. Monsieur Joyal-Lacerte a une annonce à nous faire en lien avec la journée de lutte à l'homophobie. Il est vice-président de la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec. Donc, Félix, à toi la parole. Merci, Marie. Écoutez, ça fait bizarre de se retrouver ici comme partenaire cette année. J'ai longtemps milité, là, puis je trouve que la cause cette année, en plus, avec le thème, j'ai fait la formation aussi, puis j'ai été en processus d'adoption, mais mon partenaire m'a lâché, fait que je vais attendre d'en avoir un autre. Mine de rien, juste pour vous dire que pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, dans le fond, l'ensemble des forums jeunesse, il y a des forums jeunesse dans chacune des régions du Québec. Les forums jeunesse, c'est des organisations qui financent des projets jeunesse, qui gèrent des ententes. Ça n'a pas l'air sexy comme ça, mais en même temps, on fait aussi de la participation citoyenne et on suscite le vote des jeunes. On encourage les jeunes à s'impliquer dans leur milieu. On a des agents de participation citoyenne. Donc, dans les
17 régions du Québec. Et même, je vous dirais qu'on a 21 forums jeunesse parce qu'il y a des régions qui ne s'entendent pas, fait que des fois, ils se séparent un peu puis ils créent 2 forums, là, fait que ça arrive. C'est pas le cas à Québec. Donc, Québec a initié, en fait, un projet de résolution visant à appuyer les initiatives de lutte à l'homophobie. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on pense que l'homophobie, ça ne doit pas être seulement la cause, en fait, que les organisations LGBT doivent défendre. Ça doit être la cause de tout le monde. Et c'est pourquoi qu'on a trouvé important de faire une sortie publique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que ça peut avoir, mais chacun des forums dans leur région, avec des jeunes élus par leur milieu, ont pris une résolution personnelle et différente de toutes les autres régions visant la lutte à l'homophobie et ont fait finalement une grande résolution que vous pourrez retrouver dans votre pochette et ont adapté aussi le logo des forums jeunesse aux couleurs arc-en-ciel. C'est quand même quelque chose d'assez gros et je vous dirais que ça va avoir résonance dans plusieurs régions, notamment des régions où on pourrait laisser croire que c'est un peu plus fermé, l'ouverture en lien avec les LGBT. Donc, à ce moment-là, ben, ça pourra peut-être occasionner des projets aussi, parce qu'on est aussi un bailleur de fonds, donc on peut financer aussi des projets. Donc, j'étais très fier de pouvoir venir l'annoncer aujourd'hui à Québec ce matin. C'est dans toutes les régions du Québec, donc vous pouvez commencer à en parler si ça vous tente, et ça me fera plaisir de collaborer. Je vous verrai peut-être aussi à la journée de demain aux activités familiales. Je vais essayer d'être présent, fait que n'hésitez pas à venir m'en parler si jamais ça vous intéresse. Je suis facilement retrouvable, Félix Joyard. Merci. Donc, sans plus tarder, Madame Bédard, je vous invite à monter sur scène et... Allô, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, OK, même s'il n'y a pas de micro, c'est correct? Ça serait mieux avec? Ah, pour la caméra. Donc, bonjour, bon matin à tout le monde, à toutes et tous qui êtes ici et à nos amis sur les internets, puisque la conférence est également en ligne. Ça va comme ça? OK. Donc, avant de commencer, j'aurais des petits remerciements à faire. Oui, OK. Donc, j'aurais des petits remerciements à faire. Olivier, évidemment, Poulain, ainsi que toute son équipe, merci d'avoir organisé cette journée dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Également, j'aimerais vous remercier pour cette belle invitation, puisque ça me permet de revenir dans ma ville natale et c'est toujours plaisant de joindre l'utile à l'agréable. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Isabelle, je suis étudiante au doctorat en psycho à l'UQAM. J'ai fait auparavant un mémoire de maîtrise en sexo qui traitait des défis que les couples d'hommes peuvent rencontrer dans l'exercice de la parentalité, mais aussi dans le processus d'adoption d'un enfant, soit ici en banque mixte ou en pays étranger. Et présentement, dans ma thèse, je m'intéresse au développement psychosocial des adolescents qui sont issus de familles homoparentales. Donc, bien que je connaisse certains enjeux liés plus principalement à l'homoparentalité masculine et aussi au développement des enfants et des ados, je ne prétends pas du tout connaître l'ensemble du champ de l'homoparentalité. J'ai des croûtes à manger avant d'être la prochaine Danielle Julien de ce monde. Donc, puis ça m'amène à préciser aussi que les informations dont je vais vous parler aujourd'hui sont issues de le champ de recherche en psychologie du développement, puisque c'est la branche dans laquelle je suis le plus compétente. Là, donc, tout ce qui est anthropologie, sociaux, c'est un petit peu moins mon ressort. Là, donc, je tenais à le préciser. Donc, le mandat qui m'a été confié quand on m'a invité à venir présenter aujourd'hui, c'était de faire le point sur la recherche sur l'homoparentalité. Donc, là, vous présentez les résultats des 40 dernières années en recherche. Ça aurait pu être très fastidieux et ça aurait pu faire l'objet d'une thèse ou deux même en soi. Donc, j'ai plutôt décidé de vous parler des grands courants, des grandes questions, des préoccupations, en fait, des chercheurs de début des années 70 à aujourd'hui. Comment la recherche sur l'homoparentalité a évolué au cours des 40 dernières années. Donc, les grands constats, les grandes questions et ainsi que des pistes de recherche futures. Donc, plan de la présentation, donc assez standard. Donc, une introduction. Je vais vous présenter les facteurs qui ont contribué à une plus grande visibilité des familles homoparentales et partant de la recherche sur ces familles. J'ai également essayé de faire un petit portrait rapide de la prévalence des familles homoparentales
qui est une question, en fait, auquel je ne pourrais apporter de réponse précise parce que c'est la prévalence, il y a des chiffres manquants et bon, c'est tout un pan d'études assez complexe. Et ensuite, je vais vous présenter les grandes questions, les thématiques que j'ai découpées en 3 grandes vagues. Cette découpe est purement subjective. En fait, il y a des auteurs qui ont tenté de faire des découpes dans le temps, mais c'est jamais pareil d'une étude à l'autre. Les années ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est purement ma façon de découper la recherche. Là, donc, c'est bien personnel. Et finalement, des pistes de recherche futures. Donc, au cours des dernières décennies, on le sait, le Québec a subi des profondes mutations d'ordre juridique, social et politique qui ont contribué à l'éclatement de la famille, qui ont permis des nouveaux visages familiaux et des nouvelles configurations familiales. Donc, parmi ces changements, très rapidement, on note l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, le fait que dans le fond, les changements législatifs qui ont réduit qui ont permis d'amoindrir l'écart entre les hommes et les femmes, la facilité d'accès au divorce pour les femmes, les nouvelles technologies de reproduction également. Donc, tous ces changements ont permis de diversifier le visage de la famille au Québec. Parallèlement à ces changements, il y a également eu le passage d'une société fondée sur des principes religieux, on le sait, à une société qui fonde ses principes plutôt sur la liberté et le respect des droits civils. Et donc ça a permis l'émergence de groupes pour la défense des minorités sexuelles et ainsi une plus grande reconnaissance et une plus grande visibilité et des réalités familiales homoparentales. Également, il y a eu des avancées légales. On est chanceux ici au Québec et au Canada qui ont permis l'accès à l'union civile et à la parenté pour les hommes gays et les femmes lesbiennes, qui ont également contribué à accroître le nombre de familles homoparentales et ainsi qu'à les rendre plus visibles. Combien de familles homoparentales au Canada et au Québec? Très bonne question. Le dénombrement de ces familles, en fait, des familles homoparentales ainsi que de leurs membres, ça constitue un défi très important en recherche ici au Québec et au Canada. D'abord, il a été longtemps impossible d'avoir des données et des statistiques fiables en raison de l'omission, tout simplement, de ces questions-là dans les grands recensements et dans les enquêtes. Et aussi, par l'hésitation à certaines personnes de vouloir par exemple, cocher le fait qu'ils sont homosexuels dans les recensements, et c'est tout à fait légitime. Donc ça, c'est des facteurs qui ont contribué à peut-être brouiller un peu les données. Il faut aussi souligner que les données de la prévalence sur les couples de même sexe, les ménages, leur composition varient énormément d'une enquête à l'autre en raison de la formulation des questions sur l'orientation sexuelle, mais aussi sur la composition du ménage. Donc, ce sont des facteurs qui brouillent les chiffres, comme je viens tout juste de le dire. On a quand même quelques données dont je vais vous faire part. Donc, au Canada, le dernier recensement qui date de 2011 a permis de dénombrer près de 65 000 couples formés d'un partenaire de même sexe, dont 9,4 % avaient des enfants à la maison. Et les couples composés de femmes étaient 5 fois plus susceptibles d'avoir des enfants à la maison. Donc, ils constituent environ 80 % de tous les couples avec des enfants, donc 20 % pour les hommes. Donc, on voit une prévalence là, plus marquée pour les femmes. Le portrait et dans cette même veine-là de prépondérance pour les femmes, le portrait sociodémographique des santé des populations LGBT au Québec, réalisé par Lynn Chamberlain, entre autres, de l'UQAM et Dominique Prévost, révèle que les répondantes qui se déclaraient comme étant lesbiennes étaient proportionnellement plus nombreuses à vivre avec un enfant de moins de 12 ans à la maison que les personnes qui s'étaient déclarées homosexuelles, les hommes, donc homosexuels masculins. Et finalement, selon le dernier portrait statistique des familles, on estime qu'il y a environ 1410 enfants qui vivent dans une famille formée d'un couple de même sexe et ce nombre connaît une croissance importante depuis 2001. Donc, on voit que les données canadiennes et québécoises ne nous renseignent pas sur le type de famille homoparentale. Donc, on ne sait pas si les enfants qui viennent de ces familles-là, par exemple, sont des enfants qui sont nés dans le contexte d'une relation hétérosexuelle antérieure dont un parent a fait son coming out ensuite, donc l'enfant peut dire qu'il est issu d'une famille homoparentale, ou si c'est dans le contexte d'une famille, un couple de même sexe qui ont un projet parental. Donc ça, on ne le sait pas encore, malheureusement. Et on ne le sait pas non plus sur le mode d'accès à la parentalité, ce qui est tout de même très important. On ne sait pas si ces enfants-là sont issus, par exemple, d'une insémination artificielle, de l'adoption, de dons de sperme, etc. Et en outre, sauf l'âge, on ignore plusieurs caractéristiques de ces enfants-là et de ces ménages. Donc, entre autres, l'appartenance ethnique, on ne le sait pas. Le sexe, on ne le sait pas. Donc, vous voyez que c'est des données qui sont plutôt fragmentaires là, à ce niveau. Je prends une petite gorgée d'eau.
Donc, la première vague d'études, on embarque dans le vif du sujet un peu plus maintenant. Donc, avec l'augmentation du nombre de familles homoparentales dans les sociétés occidentales, nord-américaines aussi, les recherches empiriques sur ces familles ont connu un essor très important. Donc, jusqu'à la fin des années 90, les premières étant en 70, très marginales, 2 en 70. Donc, jusqu'en 90, ces recherches étaient faites sur les familles dont les enfants proviennent d'une relation, sont nés dans le contexte d'une relation hétérosexuelle antérieure et dont un des parents a fait son coming out. On appelle, dans la littérature, les enfants de familles ex-hétérosexuelles. C'est vraiment comme ça que c'est écrit. Et, ouais. Puis on les compare, en fait, c'est deux grandes catégories, ex-hétérosexuelles et planifiées. Donc, vous aurez compris que planifié, c'est parce que c'est dans le projet d'un couple de même sexe où on veut avoir des enfants, soit par adoption, par insémination et tout ça. J'ai des petits bémols concernant ces nomenclatures. Comme ça, là. Ah, OK, mon Dieu, c'est bon. Okay. Donc, oui, c'est ça, j'ai des petites réserves concernant cette nomenclature, mais c'est tout de même celle qui est utilisée, donc ne me lancez pas de pierre. Je la reprends, en fait, pour faciliter la fluidité là, de la présentation. Mais bon, voilà, ce sont des petites limites qui concourent encore dans les études. Donc, les toutes premières études ont été nord-américaines, ont été réalisées à la demande de tribunaux qui devaient décider de la garde d'un enfant d'un parent homosexuel à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Donc, c'était souvent des femmes qui faisaient leur coming out et qui se ramassaient en cours pour avoir la garde de leurs enfants. Et contrairement au règlement de divorce, là, qui était comme on fait la recherche, on essaie d'établir qui entre les deux parents va avoir la garde sur la base de certains critères, on donnait de facto, en tout cas en contexte américain, de facto la garde au père hétéro. C'est quand même assez surprenant. Puis ces décisions-là, des décisions de grandes instances et de tribunaux, on l'entend, de décisions de juges, c'était fondé sur rien. Entre autres, mais sur la prémisse que sûrement que tout d'un coup, une femme qui fait son coming out, bien, sûrement moins bonne parent que l'homme hétéro qui, lui, reste dans son identité sexuelle. Donc, c'est quand même grave. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises à la suite de ça. Donc, même s'il n'y avait aucune preuve empirique qui pouvait justifier cette opinion juridique-là. Donc, ça a vraiment été la première raison qui a fait en sorte que les chercheurs ont commencé à s'intéresser à l'homoparentalité. Donc, vous vous doutez bien que les premières études ont été faites sur les capacités parentales. Fait que là, on évaluait beaucoup les capacités parentales des personnes qui s'identifiaient comme LGB, plus LGB que T à ce moment-là, pour différentes raisons. Et on a continué ensuite à s'intéresser encore au développement des enfants, aux capacités parentales pour répondre à des inquiétudes du grand public en général, mais aussi sur des inquiétudes des travailleurs sociaux, par exemple, qui se demandaient si ces enfants-là allaient bien se développer. Oh, j'ai oublié ça entre-temps. Oui. Donc, par rapport au développement des enfants, il y a eu 4 grands axes de recherche qui ont été investis, en fait, à ce moment-là. Donc, on s'est intéressé à l'adaptation psychosociale de ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'on craignait qu'ils développent une plus grande vulnérabilité psychologique que les autres enfants. On s'est mis à étudier leur sentiment de bien-être en général, leur estime de soi, leurs compétences sociales. Donc, c'est vraiment des variables qu'on voyait dans les études à ce moment-là. Ensuite, autre préoccupation des instances législatives, le développement sexuel. Dans le développement sexuel, on parle souvent de 3 aspects. L'identité de genre, les rôles sexuels et l'orientation sexuelle. Pour l'identité de genre, ça renvoie ici à ce que l'enfant s'auto-identifie comme une fille ou un garçon. Donc, on s'est mis à étudier l'identité de genre. Ensuite, les rôles sexuels, c'est-à-dire le degré d'adoption par un enfant de comportement masculin ou féminin, ou les deux, qui sont définis par les conventions sociales de sa culture. Donc, on a beaucoup étudié les rôles sociaux. On a également étudié l'orientation sexuelle. Est-ce que les enfants de familles homoparentales ont plus de chances de devenir gays, lesbiennes que d'autres? C'était très, très préoccupant. Donc, on a étudié ça aussi. On a étudié un peu l'évolution à l'âge, dans le début de l'adolescence également. On s'est également intéressé à l'adaptation sociale. Donc, on avait peur que ces enfants-là vivent davantage d'expériences de victimisation que les autres enfants. Donc, on s'est intéressé à cela. Et les risques d'abus sexuels. Il y avait comme une espèce de pensée sociale qui prévaut encore, malheureusement à certains égards encore aujourd'hui, que les personnes homosexuelles sont plus à risque d'abuser de leurs enfants ou de commettre des agressions sexuelles envers leurs enfants. Les parents, mais aussi les amis. C'était une préoccupation aussi par rapport aux amis, donc l'entourage homosexuel des parents.
Donc, jusqu'aux années 2000, tous les travaux scientifiques sur ces thématiques-là ont été faits. C'était des paradigmes d'études comparatives. Donc, on comparait le développement des enfants qui étaient élevés par des mères lesbiennes, principalement parce que c'était tout ce qu'il y avait à ce moment-là comme population à étudier. Les paris sont toujours malheureusement occultés des études, mais il y en a moins aussi. Donc, dans les années 70-90, beaucoup de recherches sur le développement des enfants de mères lesbiennes comparé au développement d'enfants de mères séparées hétéros, hein, pour s'assurer de la concordance des comparaisons. Oups. Pardonnez-moi. Ce que nous a apporté cette première vague d'études. Donc, les recherches menées dans ce temps révèlent que les personnes homosexuelles, hommes ou femmes, présentent des degrés de compétences parentales de ceux des personnes hétérosexuelles pour s'occuper de leurs enfants. Ils sont capables de fournir un environnement favorable à leurs enfants. Donc ça, c'est les grands constats qu'on sait tous ici, nous, mais en fait, je ne pouvais pas passer à côté de seulement vous les réitérer aujourd'hui. Mais c'est vraiment les réponses à ces questions-là, les questions précédentes qu'on s'est posées, compétences parentales, on se rend compte que ce sont les mêmes. Par rapport au développement des enfants, et ça, c'est 40 années, encore aujourd'hui, ça prévaut, 40 années de résultats qui nous montrent que le développement psychosocial des enfants de parents homosexuels, il n'y a aucune différence avec ceux des enfants de familles hétéros sur le plan social, cognitif et émotionnel. Donc, ça, c'est des résultats très robustes qui prévalent encore aujourd'hui. On voit aussi que ces enfants-là ont un développement et un degré de satisfaction élevé concernant leur propre sexe. Hein, donc, la question de l'identité de genre, il n'y avait plus lieu de s'inquiéter à ce moment-là. Par rapport au rôle sexuel, en général, les enfants de mères lesbiennes ont des préoccupations et des préférences pour des jeux typiques de leur groupe d'âge. Il y a certaines variations, par contre, qu'on a pu constater au sein de 2 études, en particulier. Donc, dans certaines entrevues cliniques, il y avait une préférence des filles de mères lesbiennes pour certains jeux moins stéréotypés selon le sexe. Donc, dans ces études-là, on voyait, par exemple, que les jeunes filles préféraient, par exemple, jouer avec le camion. Bon, donc, et qu'il n'y avait pas cette différence-là pour les garçons nés de mères lesbiennes. Concernant l'orientation sexuelle, est-ce que c'est vrai que les enfants de parents homosexuels ont plus de chances de risque, vont développer une orientation sexuelle autre que celle hétéro? Grand questionnement. Des études québécoises, américaines, parviennent à la conclusion que non, la prévalence est la même que dans la population en général. Il semblerait même que ni l'âge de l'enfant lors de la divulgation du choix sexuel du parent, ni même de la durée de la cohabitation de l'enfant avec un parent homosexuel n'a d'impact sur l'orientation sexuelle de ces jeunes. Et concernant l'abus sexuel, donc l'idée selon laquelle les enfants sont plus à risque d'être victimes d'agressions sexuelles par les parents et par les amis, cette crainte-là est complètement injustifiée. Il n'y a aucune donnée empirique à ce jour encore, et dans ce temps qui pouvait parvenir à une conclusion autre. Donc, c'est drôle parce que quand on regarde les méta-analyses ou les résumés des études de ce temps-là, on voit qu'il y a eu toutes sortes de variables qui ont été étudiées, un peu cocasses, qui ne passeraient plus aujourd'hui en comité d'éthique à la recherche. On pense, par exemple, à l'intelligence, on pense aux désordres psychiatriques, aux problèmes affectifs, l'hyperactivité, le concept de soi, l'attachement, les problèmes de comportement. Donc, je vous donne quelques exemples pour vous montrer dans quel genre de pensée on était à ce moment-là. On voulait vraiment s'assurer de la normalité de ces enfants-là. Hein. C'était ce que les instances législatives avaient comme prémisse de base. Concernant la métaux dans les études à cette époque-là, elle a été grandement critiquée. D'abord parce que les études étaient réalisées sur des petits échantillons. C'est une limite qui prévaut toujours aujourd'hui. Mais également parce que les participants étaient recrutés par exemple, dans des publicités dans la communauté ou dans des milieux où les familles homoparentales, les personnes homosexuelles fréquentaient plus. Donc là, on se disait, oui, mais si ces gens-là ont certainement une raison de répondre à ces annonces-là, peut-être qu'ils veulent faire valoir leur famille sur un plus bel œil et tout ça. Donc, c'était le genre de critique qui était adressée à ces études-là par les détracteurs. Et aussi que les enfants, par exemple, étaient souvent très peu questionnés. Hein, on allait voir les professeurs, on demandait l'avis des profs, l'avis des parents, mais très rarement, on s'intéressait aux principaux concernés, les enfants. Donc, aucune des recherches effectuées à cette époque et à ce jour ne permet de conclure que les enfants de parents homosexuels sont désavantagés sous quelques aspects que ce soit par rapport aux autres. Hein, les résultats convergent tous vers un même message
clair et sans ambiguïté, c'est lorsque les enfants de ces familles-là ont des problèmes d'adaptation, c'est parce qu'ils rencontrent, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs impliqués que l'orientation sexuelle. Ça, c'est sans équivoque encore aujourd'hui. La deuxième vague d'études, donc, on a délaissé un peu les enfants, les familles qu'on dit ex-hétérosexuelles, pour s'intéresser davantage aux familles dites planifiées. Hein. Donc, on comprend que les enfants nés dans le cadre d'un projet de couple de même sexe. Donc, on poursuit les études sur les enfants. Maintenant, on s'intéresse plus aux enfants nés de mères lesbiennes qui ont eu soit recours à un service de procréation assistée avec donneur anonyme ou connu, ou qui ont été adoptés, tout simplement. Et il y a certains avantages quand même à avoir changé un peu l'objet d'étude, c'est que ces enfants-là n'avaient par exemple pas vécu les difficultés liées au divorce, ils n'avaient pas été exposés non plus à une structure hétérosexuelle antérieure, ils n'avaient pas non plus lié les difficultés liées au dévoilement de l'orientation sexuelle de leurs parents à leur mère, et bon, ensuite tous les problèmes qui peuvent en découler. Puis ça, c'était des choses on disait, qui auraient pu brouiller les résultats des études de la première vague. Et donc, voilà, donc ce sont les avantages de cette deuxième vague. Une augmentation aussi des familles, des études qui portent sur les familles homoparentales masculines. Là, j'ai marqué 3 principaux axes, mais c'est 2. Pourquoi on a de la difficulté à avoir des recherches sur les hommes gays, leur famille, la composition du ménage? D'abord parce qu'ils sont moins nombreux à entreprendre des projets familiaux, hein, on l'a vu tout à l'heure dans les données de prévalence, mais aussi parce que les modes d'accès à la parentalité s'avèrent parfois, ils sont en moins grand nombre pour eux, mais ils peuvent apparaître aussi plus complexes parfois. À confronter à leur nature biologique, les pariers n'ont que 3 options pour accomplir leur projet parental, soit un projet de coparentalité, l'adoption ou la mère porteuse qui peuvent leur jouer des tours à l'issue du projet de gestation par autrui. Entre autres à cause des lois qui ne permettent, en fait, la mère porteuse a préséance en fait sur la décision finale en regard de l'enfant qu'elle a porté. Et ensuite, on laisse un peu le développement des enfants, on laisse pas mal le développement des enfants. On s'intéresse maintenant davantage aux parents. Donc, on s'intéresse à comment ils vont. Hein, c'est quoi? Beaucoup de désirs de parentalité sur les études homoparentales masculines. On s'intéresse au désir de parentalité des hommes, le fonctionnement familial, le quotidien des familles homoparentales, les défis, les forces. Donc, on est complètement dans un autre paradigme. Ce que nous apporte cette deuxième vague de recherche, évidemment, un apport de connaissances encore plus grand, mais surtout des points très positifs en regard de la méthodologie et de la robustesse des résultats. Donc, une des grandes améliorations méthodologiques qu'il y a eu dans cette deuxième vague-là, ça a été l'utilisation de données à l'échelle nationale, hein, qui gagnent en représentativité et en généralisation des résultats. Donc, comme ça, on évite les biais d'autosélection et la désirabilité sociale, puisque les échantillons sont pris à travers des grandes enquêtes, des échantillons immenses dans lesquels on retrouvait des familles homoparentales. Donc, il n'y avait pas le biais, par exemple, de l'échantillon de convenance du milieu communautaire dont je vous ai parlé au début. Et malgré tout, tant mieux, il y a eu quand même le maintien de toutes les conclusions qui avaient été élaborées dans la première vague, hein, c'est-à-dire en regard des capacités parentales, développement des enfants, tout ça, avec une robustesse des échantillons des métaux, ça prévaut toujours. Donc, ça a donné quand même confiance là, en regard des résultats. Les études longitudinales aussi, ça a permis des observations sur le suivi des enfants. Donc, rendus à l'adolescence, rendus à l'âge adulte, on les a maintenant sondés, on leur a maintenant parlé. Puis on s'est rendu compte également que leur adaptation était grandement similaire à ceux des enfants issus de familles hétéros. Et ensuite, des études qualitatives. Alors, parce que des études quantitatives, c'est bien beau, des questionnaires, on remplit des cases, on coche. Mais qu'en est-il de la vraie expérience de ces familles-là? Donc, les études qualitatives ont permis de mettre vraiment en lumière l'expérience de ces familles-là, les membres qui la constituent et ce qui était rarement le cas précédemment. Donc, on comprend maintenant mieux les préoccupations, les défis, les façons de surmonter certaines difficultés que ces familles-là peuvent rencontrer. Donc là, on comprend qu'on est carrément sorti du paradigme de cherchons la normalité, voire même une espèce de lignée pathologisante que les chercheurs, en fait, induite par les instances législatives, mais bon, les chercheurs n'avaient pas le choix, évidemment, de répondre à ces questions-là. Mais là, on n'est plus là-dedans du tout. On cherche vraiment à savoir comment elles vont, ces familles-là. La troisième vague, donc on est comme plus dedans, cette vague-là.
comment les différents types d'homoparentalité peuvent influencer le devenir de l'enfant. Donc là, on ne les compare plus aux familles hétéros. On s'intéresse aux divers types de familles, comment les diverses structures peuvent avoir une influence sur le développement de ses membres et aussi les enjeux sociétaux qui peuvent influencer leur développement. Hein, l'orientation sexuelle comme variable seule pour le développement des enfants, ça ne tient plus, ça on le sait. Mais on sait, par exemple, que le contexte dans lequel ces familles-là évoluent peuvent moduler l'expérience de ces membres. On parle d'hétérosexisme, de sexisme, de machisme. Il y a toutes sortes de variables qui, elles, ont montré qu'elles pouvaient moduler l'expérience de ces familles. Il y a des nouveaux thèmes également, donc la séparation, la recomposition des familles, les familles bisexuelles, les familles transidentifiées. On s'intéresse sur la recherche sur les adolescents aussi, davantage. Donc, petit wrap-up sur une ligne du temps bien créée par moi-même. Mais en fait, je vais vous faire un petit wrap-up là, très, très brièvement. D'un point de vue théorique, les 40 dernières années de recherche sur l'homoparentalité, en tout cas pour la psychologie du développement, ça a été fort bénéfique. Entre autres parce que la psychologie du développement, c'est beaucoup les parents influencent leurs enfants. Okay? C'est vraiment comme le fondement un peu de cette approche-là. Un des fondements, évidemment. Mais là, on sait maintenant qu'en regard du genre, ben, c'est plus nécessaire qu'un enfant ait absolument 2 pères, 2 mères, pour que son identité sexuelle soit en synchronie avec son sexe. Donc, ça a été quand même une très grande avancée pour la psychologie du développement. En termes de développement psychosocial et émotionnel, on sait que l'orientation sexuelle, ça ne prévaut plus comme seule variable. Et ce qui est important de retenir, c'est que quand... c'est nul autre que ce qui est important pour l'ensemble des autres familles. Hein? Donc, c'est la qualité des relations familiales qui prévalent, au même titre pour n'importe quel type de famille. En termes politico-juridiques, est-ce que les 40 dernières années nous ont aidés à avancer? Je pense que la réponse elle est assez évidente. Si on repense aux années 80, où les femmes perdaient systématiquement ou presque la garde de leurs enfants après avoir fait son coming out, là, on sait c'est plus assez solide. Là. Il faut faire une preuve autre là, maintenant en cours. Puis au Québec, on sait les travaux de Danielle Julien, pour ceux qui la connaissent peut-être, ça a été vraiment une pionnière là, sur les recherches sur l'homoparentalité québécoise et canadienne dans les 40 dernières années. Elle a fait précisément plus de 60 articles scientifiques, une trentaine de chapitres de livres, 140 communications scientifiques. Et ça, bien, ça a influencé directement les décideurs d'ici sur l'égalité, à l'accès à la parentalité, aussi pour le mariage. Et en pratique, bien, la recherche, ça permet aussi de pouvoir mieux planifier nos outils d'intervention et de les rendre plus efficients parce qu'ils se collent à la réalité des principaux concernés. On peut aisément penser à la trousse qui a été réalisée par la Coalition, qui prend certaines de ses assises, en fait, sur la recherche. Donc, puis par ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier, pour souligner l'excellent travail que Mona et ses collaborateurs font au sein de la coalition. Oui, pour la sensibilisation auprès du public en général, mais aussi pour le partenariat que vous avez avec les étudiants. Le recrutement, des fois, ça peut être un moment charnière là, quand on réalise un projet d'études et ils sont toujours très ouverts à nous aider. Donc, petit aparté est nécessaire. Les métaux aussi se sont diversifiés. Hein? Donc, on a cessé de faire des études très quanti. On a fait des observations, des études quali, des études à grande échelle, comme je mentionnais. Donc, avant, on les comparait avec des enfants de familles hétéros. Là, on n'est plus là-dedans du tout. Là, on en voit très rarement, en fait, des études comparatives. Hein? On s'intéresse aux différences entre les différents types de familles homoparentales. Concernant encore la métaux un peu plus spécifiquement, souvent les métaux ont été, les échantillons ont été critiqués puisque c'était souvent des mères lesbiennes caucasiennes, hein, donc de couleur blanche, avec un revenu socio-économique moyen à élevé. Donc là, on voit cette préoccupation-là des chercheurs d'essayer de mettre plus des gens, par exemple, de couleur, de différences sur différentes strates socio-économiques aussi. C'est important, ça, parce que ça permet une plus grande généralisation et une plus grande robustesse des résultats. On remarque également une littérature naissante sur les familles bisexuelles et transsexuelles, puis et transgenres, transidentifiées. Vous m'excusez, ce n'est pas tout à fait mon domaine et je sais que les termes sont très, délicats. Et vraiment un désir d'investiguer les familles qui ne correspondent pas ou en tout cas qui refusent ou qui peuvent refuser de répondre aux catégories là, traditionnellement gays, lesbiennes. Et aussi, on sent que, parce qu'il y avait eu une espèce de timidité aussi à
publié des résultats qui parlaient d'un côté un peu plus sombre, là, comme par exemple, ces familles-là se séparent au même titre que les familles hétérosexuelles. Et là, parce qu'on peut comprendre, la marche a été longue en recherche pour finalement arriver au grand constat que l'on connaît aujourd'hui. Et parfois, les chercheurs n'osaient pas trop publier ces résultats-là, ou en tout cas, y allaient avec des gants blancs et pincettes, de peur que, par exemple, les détracteurs anti-gays là, se mettent à prendre ces résultats-là pour dire « Ah, ben là, finalement, vous voyez là, que, bon, ils ont tel problème. » Non, là, on n'est plus là-dedans. On ne sait plus en termes de déficit. Là. Et on se rend compte seulement que les familles homoparentales ont des préoccupations au même titre que d'autres familles. Et donc, on n'est plus dans cette intimité-là, et on n'est pas dans le déficit, le manque, l'échec. Là. Donc, c'est plus ça du tout. Piste de recherche future. Donc, j'ai pris ça des derniers textes, des grandes méta-analyses et reviews qui ont été faits récemment. Donc, ce que les auteurs préconisent là, pour les recherches futures, c'est davantage de recherche, évidemment, sur les familles trans, parce qu'ils vivent des enjeux qui sont certains qui recoupent ceux d'autres types de familles, mais d'autres qui leur sont propres aussi. Par exemple, on peut s'imaginer que dans une situation où une famille trans, là, le parent pourrait demander à ses enfants de l'appeler par son nouveau nom, de changer de prénom quand il s'adresse à lui, tout ça. Donc, c'est de pronoms, pardon, et c'est des préoccupations qui leur sont propres et on doit en savoir plus un peu sur le vécu de ces familles. Les familles bisexuelles aussi, c'est des recherches qui sont très embryonnaires à ce stade-ci. Donc, il en faut plus, évidemment. Il y a peu de recherches sur les familles LGBT de couleur. Là. Je disais qu'on essayait de plus en plus d'en mettre dans les échantillons, mais bon, c'est pas toujours évident. Puis on en sait très peu sur les processus familiaux quand ils sont soumis, par exemple, à la fois au racisme, mais aussi à l'homophobie en même temps. Donc, quels sont les enjeux reliés à la croisée de ces deux difficultés-là? L'augmentation du nombre de familles homoparentales planifiées au cours des 2 dernières décennies, ça produit une large cohorte d'enfants qu'on peut suivre aujourd'hui et qu'on peut sonder. Donc, ça permet aux chercheurs, évidemment, de s'intéresser à cette population-là. Surtout au Québec, entre autres, on a un premier bassin d'ados. Ça va être mon bassin dans ma thèse. Alors, on s'intéresse à ça un peu. Et aux autres personnes clés, hein, évidemment, il y a les familles homoparentales, il y a leurs membres, il y a les enfants, les parents, mais il y a plein d'autres personnes en périphérie. On pense à la place donneur de sperme, dans le cas de familles qui ont eu recours à un don de sperme. Quels sont le rôle des nouveaux beaux-parents en cas de recomposition familiale? Comment ça se passe, l'avenue des nouveaux beaux-parents? Donc ça, ce sont des questions qui intéressent les chercheurs. Et les jeunes qui s'identifient eux-mêmes LGBT ou T et qui ont des parents homosexuels. Quelles sont leurs réalités? Quels sont les défis auxquels ils font face, etc.? Donc, c'est vraiment les prochaines recherches devraient traiter pas mal de ces questions-là. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu, là, très brièvement, des 40 dernières années en recherche sur l'homoparentalité. J'espère que ça vous a éclairé un peu et que vous avez davantage compris les préoccupations des chercheurs et puis un peu les raisons pour lesquelles on en est rendu là aujourd'hui et pourquoi, des fois, ça pouvait être un peu tout croche là, au début, les recherches, et qu'on avait cette espèce de discours pathologisant-là, parce que c'était né d'un contexte bien spécifique, vous l'aurez compris. Merci beaucoup. OK. En fait, je vais juste mettre le lutin à côté. Je peux le mettre ici. Juste pour sentir un peu plus en liberté. Donc, Olivier, peux-tu mettre mon PowerPoint ou quelqu'un? J'ai une PowerPoint. Je peux le faire. Mais bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité et puis merci aux différents organismes qui étaient impliqués dans l'organisation de la journée. Comme ça. OK, parfait. C'est juste, oui, c'est là, exactement. Et puis ici. Encore une fois, non? Non. Peux-tu... non. OK, donc, view. Peux-tu... OK. Il n'y a pas full screen.
slideshow. Oui, essai slideshow. Oui, 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 ici, juste ici. Voilà. Bravo, merci, merci. Donc, juste parce que vous ne l'avez pas vu, regarde ça. Ah oui, oh non, c'est fermé. OK. Regarde. C'est cool, hein? Donc c'est ça. Donc, j'aimerais vous parler un peu de la coalition et puis aussi un peu le contexte de nos familles et puis les services qu'on offre aux familles. Donc, notre groupe, c'est un organisme communautaire sans but lucratif qui a été fondé en 1998, donc un groupe qui date déjà de 16 ans. Au début, on était l'association des mères lesbiennes parce que la réalité des hommes gays qui fondaient une famille dans le contexte d'une relation homosexuelle, ça n'existait presque pas. Donc, ça a pris quelques années avant que nous sommes devenus un groupe mixte. Mais on est un groupe mixte depuis 2004-2005 et un groupe pour les parents et futurs parents lesbiens, gays, bisexuels et trans. Et puis, on a un peu plus que 1300 familles, donc tu as donné un peu plus qu'on avait, mais tu étais proche. Donc, c'est ça. Et puis, on est un groupe de défense des droits, donc on milite pour la reconnaissance légale et sociale de nos familles. On a aussi comme mandat principal de former les intervenants qui travaillent avec nos familles, avec les jeunes, de les sensibiliser et puis de créer des outils et puis des ressources pour démystifier sur les familles homoparentales, sur l'homophobie, sur l'hétéronormativité, etc. Donc, j'ai juste voulu, probablement vous connaissez ça, mais peut-être il y a certains détails qui vont être nouveaux pour vous, mais un peu le contexte de nos familles, un peu dans l'histoire d'avancée des droits ici au Québec. Donc, en fait, comme Isabelle a dit, on a vu, commençant dans les années 60, de plus en plus de différents types de familles. Donc, on a commencé à voir les familles avec parents séparés, les familles monoparentales, les familles adoptives de plus en plus aussi. Et puis, avec ça, en parallèle, l'émergence des familles où les parents étaient ouvertement gays, parce que ça existait bien sûr toujours dans l'histoire qu'il y avait des parents homosexuels, mais c'était dans les années 60-70 qu'on a commencé à voir ça plus ouvertement. Et puis, mais malgré ça, ça a pris jusqu'à 2002 ici au Québec, et puis on était un des premiers au monde, mais en 2002, on a finalement eu des lois encadrant les familles homoparentales. Donc, le Code civil a été refait à plusieurs places. Et puis, depuis 2002, il n'y a pas comme un mot dans le Code civil qui discrimine contre nos familles. Donc, on est exactement la même que les familles hétéroparentales. Il n'y a vraiment pas une différence. Donc, ça, c'est très positif. Et puis, on est très chanceux. On est une des places les plus avancées au monde en termes de nos droits. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici au Québec, qui émigrent ici pour fonder leur famille quand on vient de la communauté LGBT. Donc, c'est vraiment une place positive pour nous. Donc, c'était avec cette loi instituant l'union civile et établissant les nouvelles règles de filiation. Et puis, donc, avec ça, on avait aussi la possibilité d'adopter des enfants, donc des adoptions extrafamiliales, mais aussi des lesbiennes qui faisaient des enfants avec des cliniques de fertilité. Donc, on n'avait même pas besoin d'adopter nos enfants. Donc, on met nos deux noms sur l'acte de naissance. Et puis, c'est fait. C'est tout qu'on doit faire, juste comme pour les couples hétérosexuels. Et puis, avec ça aussi, on a vu à travers les années un meilleur accès à la parentalité. Donc, maintenant, on peut adopter des enfants nés ici au Québec ou résidents au Québec. Et puis, on a accès aussi aux cliniques de fertilité. Donc, on a de plus en plus de familles. Et puis aussi, l'acceptation sociale est de plus en plus grande. Donc, évidemment, avec ça, il y a, comme moi, quand j'avais 20 ans, l'idée, comme je m'identifiais déjà comme lesbienne,
Mais l'idée de fonder une famille n'a même pas entré dans ma tête. C'était comme pas pensable. On n'est pas lesbiennes et parents en même temps. Mais maintenant, avec l'acceptation sociale, donc les jeunes LGBT ont toujours cette possibilité. Ils savent que c'est pas tous qui vont décider d'avoir des enfants, mais ils savent que c'est une possibilité. Donc, et dis-moi si je suis devant les diapos, et est-ce que j'étais exactement devant? Non? OK, je vais essayer d'être à côté. Donc, l'autre chose qui était très positive pour nous était la politique nationale de lutte contre l'homophobie en 2009. Donc, ça, c'était le produit d'un travail d'un bon 4-5 ans que les organismes communautaires LGBT ont fait avec des représentants ministériels. Donc, on a travaillé en lien avec la Commission des droits de la personne. Et puis, on a produit un rapport qui faisait l'état de tout, excuse-moi, de tous les différents problèmes que les LGBT confrontaient et puis les pistes d'action aussi. Donc, c'était avec ce rapport que le gouvernement a fait son politique nationale en 2009 avec son plan d'action 2011-2016. Donc, on est au mi-chemin dans ce plan d'action. Et puis, il y a beaucoup de revendications, beaucoup d'actions qui sont dans ce plan d'action qui visent les familles homoparentales. Donc, ça nous aide énormément dans notre travail. Et puis, l'autre chose qui est importante pour nous, qui est intéressant, c'est en 2010, le gouvernement a créé le programme québécois de procréation assistée. Donc, on avait accès déjà à la procréation assistée, mais maintenant, comme vous savez probablement, c'est couvert par le RAMQ, par le Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, on ne paye pas pour fonder nos familles avec l'aide des cliniques de fertilité. Donc, tout ça a aidé au fait qu'on est de plus en plus nombreux et puis il y a diverses façons de fonder des familles. Donc, très vite, en fait, de tous ces types, je pense que toujours le sous-type de famille qui est le plus pas populaire, mais le plus fréquent, c'est toujours les enfants qui étaient nés dans un contexte hétérosexuel. Donc, c'est toujours le plus grand morceau de la tarte, comme je dis dans nos formations. Mais je pense que ce morceau devient de plus en plus petit parce que les personnes qui se marient ou vont en relation avec quelqu'un de sexe opposé juste pour avoir des enfants, on va voir ça de plus en plus parce que maintenant, les jeunes des minorités sexuelles savent que c'est possible de fonder une famille sans être avec une personne de sexe opposé. Donc, ce morceau va diminuer. Mais il y a d'autres façons aussi. Il y a l'adoption internationale, mais malheureusement, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de pays avec qui on fait affaire, qui permet aux gays et lesbiennes d'adopter. Donc, c'est pas super populaire maintenant au Québec. C'est difficile, mais on peut adopter des enfants nés ou résidents au Québec. Donc, ça, c'est vraiment pour les hommes gays dans notre groupe, c'est le moyen vraiment de fonder leur famille. Et puis, je ne sais pas à Québec, mais à Montréal, 30% des postulants à l'adoption sont des couples de même sexe masculin. Donc, c'est vraiment au-delà de ce qu'on aura pensé a priori. Donc, c'est très populaire. Et puis, dans notre organisme, il y a beaucoup de pères gays qui ont des enfants adoptés. Il y a des familles d'accueil pour les femmes. Il y a les cliniques de fertilité. Il y a aussi les inséminations maison avec donneurs connus. Donc, on demande à amis à nous aider à fonder notre famille. Il y a la gestation pour autrui, qui est la façon fancy de dire les mères porteuses. Et puis, vous avez probablement entendu de ça dans les médias récemment. Il y a eu une grande couverture médiatique dans les dernières semaines. Donc, je ne vais pas aller dans ça en détail, mais si vous avez des questions après, on peut se parler. Et puis, la coparentalité. L'idée derrière ça, c'est une couple d'hommes et une couple de femmes ou une couple de femmes et un homme qui fondent une famille ensemble. Ça peut être aussi un homme et une femme. Donc là, gay et une lesbienne qui fondent une famille. Normalement, donc ça crée une famille pluriparentale. Donc, une famille avec plus que 2 parents. C'est une façon de fonder une famille qui est très populaire en France.
mais très populaire en France. En fait, c'est en diminution, mais c'est pas très fréquent au Québec maintenant, parce que famille pluriparentale, ça peut être compliqué, ça peut fonctionner très bien, mais c'est déjà entre deux personnes, des fois, c'est difficile d'être en accord. Donc, quand on parle de 3 ou 4, ça peut être compliqué. Je pense qu'en France, ça, c'est la raison. J'ai vu une présentation récemment d'une personne de la France qui dit qu'elle montrait une graphique où ça descendait vraiment la popularité de ce mode de fonder une famille. Donc, vraiment, au Québec, je dirais que les façons principales que la majorité de nos membres utilisent, c'est pour les hommes, c'est l'adoption des enfants québécois. Et puis pour les femmes, c'est entre les cliniques de fertilité et puis les donneurs connus. Donc, les autres façons sont moins populaires. Donc, comme Isabelle a dit, moi je ne savais pas que tu avais une diapo sur le nombre de familles. Donc, mais c'est intéressant parce que moi j'ai utilisé une différence statistique et puis ça démontre que les statistiques ne sont pas nécessairement hyper fiables. Parce que les résultats, comme nous, ce qu'on utilise dans nos présentations, et puis tout ce que tu as dit est complètement correct. Donc, il n'y a pas comme de fausseté dans ça, mais je pense qu'à un moment, le recensement canadien, ça montre qu'il y a 1200 ou 6000 familles avec enfants dans des familles homoparentales à travers le Canada, donc un plus petit nombre au Québec. Mais c'est drôle parce que quand vous pensez à ça, juste dans notre organisme, il y a 1300 familles. Donc déjà, et puis c'est pas tous les familles homoparentales au Québec qui sont membres de notre petit organisme communautaire. Donc ça démontre déjà qu'il y a quelque chose qui correspond pas dans toutes ces statistiques. Nous, on utilise l'enquête sociale et de la santé du gouvernement du Québec, qui date de 1998, mais pour nous, qui donne un chiffre qui est plus proche à la réalité, parce que c'était une grande sondage du public au Québec. Donc, il y avait des dizaines ou centaines de milliers de répondants. Et puis, ce qu'ils ont déterminé dans une analyse secondaire de toutes ces statistiques, parce que ce n'était pas juste un questionnaire sur les familles homoparentales, c'était sur toutes sortes de questions de la santé, et puis de la famille et tout ça. Et puis, ce qu'ils ont déterminé dans le temps, c'est qu'il y avait 1,3% de tous les mères et 0,2% de tous les pères sont des parents gays et lesbiens. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la population de Québec en 1998, le nombre de familles, ces statistiques sont disponibles, et puis j'ai fait le mathématique. C'est pas compliqué, c'est mathématique de 6e année de primaire. Et puis dans le temps, 30 000 enfants vivant dans des familles homoparentales. 30 000. Donc, c'est vraiment qu'il y a un grand écart entre ça et puis entre ce qu'on voit du gouvernement fédéral ou d'autres choses qui sortent de le registraire de l'État civil. Mais ça dépend toujours sur comment la question est posée, qui pose la question et qu'est-ce qui est inclus dans la définition. Donc, souvent, comme la grande morceau de la tarte, qui est les enfants qui sont nés dans un contexte hétéro, mais qui se trouvent à un moment dans un contexte homoparental et en fait vivent les mêmes réalités que les enfants qui sont conçus dans un contexte homoparental. Mais ces enfants-là ne vont pas être comptés parce qu'ils ont une mère et un père. Mais pour nous, ces enfants vivent la même réalité, au moins au temps partiel. Donc, c'est important de les compter aussi. Et puis, ils font partie de notre communauté. Donc, c'est ça. Donc, je mets juste ça pour dire que vous devez vous méfier des statistiques. Comme une fois, j'étais au Conseil de la famille, et puis ils ont eu une chiffre exact, 937 familles. On avait déjà plus que ça juste dans notre organisme. Donc, c'est ça. Et puis, aux États-Unis, encore pour montrer le grand écart, 2 à 8 millions de parents gays et lesbiennes. Donc, entre 2 et 8, il y a une énorme variété. OK. Donc, en termes de nos services, donc, qu'est-ce que la Coalition des familles homoparentales fait comme service? Donc,
je dirais que 90% du travail de notre organisme, c'est la formation qu'on fait aux intervenants qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent avec les familles. Ce n'est pas comme les cabanes à sucre qu'on organise, même si c'est des activités super populaires et importantes, mais ce n'est pas ça. C'est la formation qu'on fait avec les professionnels de la santé, le personnel scolaire et puis le personnel dans les services sociaux aussi. Donc, sensibilisation sur la diversité familiale, sensibilisation sur l'étendue et l'impact de l'homophobie en milieu scolaire. Et puis, ce n'est pas juste la sensibilisation, mais aussi on donne des outils. Donc, c'est le empowerment. Okay? Donc, ce n'est pas juste de donner d'informations sur l'homophobie, mais vraiment de dire, mais ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et puis, on donne des ressources. Donc, avez-vous vu ça? Yeah. J'adore ça. C'est un template, je peux partager ça avec vous. Donc, on a deux formations principales qu'on fait. Donc, une s'appelle Regard sur les familles homoparentales. Donc, cette formation est vraiment sur la recherche sur les familles homoparentales, toutes les 30-40 ans de recherche, les centaines d'études qui ont été faites. Donc, on démystifie sur ces familles-là parce que les personnes qui travaillent avec les familles n'ont pas eu cette information pendant leur formation. Donc, on le donne. Et puis, l'autre formation qu'on donne, ça s'appelle « De la diversité familiale aux stratégies pour en finir avec l'homophobie ». Et puis ça, c'est la formation qu'on donne en milieu scolaire. C'est la formation qu'on donne maintenant, je dirais, 80% du temps. Donc, c'est beaucoup plus populaire que l'autre. Et dans ça, on inclut aussi une petite section sur les familles homoparentales, mais le sujet principal, c'est l'homophobie en milieu scolaire qui, finalement, affecte tous les jeunes qui sont en milieu scolaire. Ce n'est pas juste les jeunes dans les familles homoparentales qui sont affectés par l'homophobie. Donc, c'est une formation très, très, très populaire. Et puis, je vous ai mis les dépliants sur la table, sur ça, si ça vous intéresse. C'est une formation qu'on fait gratuitement. Donc, et puis, ce qui est devenu notre plus grand auditoire, c'est les futurs enseignants à travers le Québec. Donc, on voyage à travers les 12 universités et puis on donne beaucoup de formations. Et, comme j'ai dit, on outille. Donc, on donne des outils et puis ça, c'est comme une petite image de notre trousse d'intervention. Et puis, tout le monde qui participe à nos formations reçoit la trousse gratuitement. Okay? Donc, on donne des milliers et des milliers de trousses. Donc, juste pour vous donner une idée, j'ai mis ça dans une diapo parce que je viens juste de faire mon rapport annuel. Donc, pour l'année 2013-2014, qui a fini le 31 mars 2014, on a, en termes de nos formations pour ce qu'on appelle le grand public, donc les commissions scolaires, les écoles, les syndicats, les C3S, les hôpitaux, les centres jeunesse, organismes communautaires, etc., on a formé 977 personnes. Ça, j'aurais dû enlever ça, mais j'ai fait une estimation de nombre de personnes qu'on a rencontrées dans les kiosques, parce qu'on fait beaucoup de kiosques à travers les années, à travers l'année, comme tous les autres organismes communautaires. Donc, j'ai estimé en termes de heures de travail versus nombre de personnes qui passent, 4 à 5 000 personnes qu'on a rencontrées. Mais ce qui est vraiment, je suis vraiment fière de ça, c'est la formation des maîtres et des futurs intervenants dans les 12 universités et plusieurs collèges à travers le Québec. On a formé 2095 personnes juste dans une année. Donc, le total entre ça et ça, le premier et le troisième, c'est comme plus que 3000 professionnels et futurs professionnels formés. Et puis, c'est toutes des personnes qui travaillent avec nos jeunes dans une année. Donc, c'est pas mal pour un organisme qui n'a pas beaucoup de sous. Donc, autres services, donc, comme j'ai dit au début, on est un groupe de défense des droits. Donc, c'est sûr, avec ça, on rencontre des politiciens, on présente des mémoires, on fait beaucoup de choses pour assurer que nos droits restent là. Et puis, il y a plusieurs choses qui ne sont pas encore résolues. Donc, peut-être on peut parler de ça après, mais ce n'est pas complètement fait en termes de nos droits pour notre communauté. On fait aussi beaucoup d'interventions dans les médias. Donc, probablement, dans une année normale,
une cinquantaine d'entrevues, comme j'ai fait une hier soir. En fait, j'ai fait 2 hier, une pour CIBL, une station de radio à Montréal, une autre pour Le Soleil hier soir. Et puis, c'est pas juste moi, c'est comme tous nos membres du CA. Et puis, notre représentante ici au Québec, Jeanne, qui est quelque part disparue. Oh, elle est là. OK. Donc, Jeanne qui fait beaucoup d'interventions aussi dans les médias. Donc, c'est important toujours pour donner la visibilité à nos familles. Et puis, des groupes de discussion, des conférences pour les parents. Donc, pour les membres de notre groupe qui ont déjà des enfants, on fait comme au moins une activité par mois, souvent plus que ça. Et des activités familiales, donc le fameux cabane à sucre, on fait des pique-niques. C'est important aussi pour nos enfants de briser leur isolement parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas beaucoup d'autres familles homoparentales dans leur entourage. Donc, c'est important pour eux, de temps en temps, de voir qu'il y a d'autres familles avec 2 mamans ou 2 papas. C'est le fun, donc ça normalise leur réalité. Et puis, on fait aussi les ateliers pour les futurs parents LGBT. Donc, on fait ça à Montréal et puis à Québec. À Québec, c'est Stéphane, Jeanne et Sophie Marcotte qui n'est pas ici aujourd'hui, mais c'est ces 3-là qui font comme une série de 5 ateliers pour les futurs parents avec l'aide de Gris Québec. Merci. Et puis, à Montréal, on fait des fins de semaine intensives. Donc, c'est vraiment le fun. On fait ça pour le moment 2 fois par année. Et puis, on passe toute une fin de semaine ensemble avec les futurs parents. Et on fait toutes sortes d'ateliers, des conférences. On a des invités. Et puis, on parle des aspects légaux, sociaux, psychologiques, le vécu, en fait, comme qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant et puis on est dans une famille homoparentale. Donc, et fait qu'on est ensemble pour 2 jours intensivement pour les repas et on fait même un cocktail. Donc là, les personnes aussi sont capables de tisser des liens d'amitié entre eux. Donc ça, c'est un autre bénéfice positif. Et puis, elle parle de tous les outils qu'on crée pour le grand public, mais on crée des outils aussi pour nos membres. Donc, par exemple, ça, je vais vous montrer en fait 4 guides qui sont disponibles sur notre site web en format PDF. Donc, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, on a un guide qui s'appelle « Le respect et l'estime de soi, parler de l'orientation et de l'identité sexuelle avec nos enfants ». Donc, c'est vraiment un guide qui est utile pour parents, futurs parents ou même des personnes qui ne sont pas LGBT, mais qui aimeraient discuter les familles LGBT avec leurs enfants. On a aussi une guide qui s'appelle « L'adoption et l'accueil d'enfants résidents au Québec ». Une guide pour les futurs parents lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Et puis, tous ces 4 guides, on vient juste de faire une mise à jour sur ces 4 guides. Donc, ils sont tous à date et puis à jour. Et puis, donc, ce guide-là, on a fait en collaboration avec l'Association des centres jeunesse du Québec. Et puis, ils ont vraiment, vraiment révisé tout le matériel dans le guide. C'est vraiment parfait. Il y a eu des avocats et des travailleurs sociaux qui ont révisé ça une bonne 12 fois avec un stylo rouge. Donc, il n'y a pas une erreur dans ça, je peux vous jurer. Et en plus, c'est une 2e version qu'on a sortie en février, qui a été vérifiée par Louise Dumais, qui est la directrice de la Banque mixte à Montréal. Donc, c'est une guide qui est tellement bien faite, si je peux dire ça. Je peux comme nous flatter. Mais c'est tellement bien fait que même il y a beaucoup de personnes hétérosexuelles qui pensent à adopter des enfants via les centres jeunesse ici au Québec, qui utilisent notre guide parce qu'il n'y a pas une ressource similaire disponible pour les personnes hétérosexuelles. Donc, c'est vraiment un bon guide. Puis, on a travaillé avec Pro Bono McGill, donc des étudiants en droit à McGill, avec leur professeur aussi, pour faire une guide légale pour parents et futurs parents LGBT. Donc, ça répond à toutes sortes de questions intéressantes sur nos lois. Et on a quelques exemples des cas typiques, des choses qui se sont passées devant les tribunaux. Donc, ça explique ça très bien. Donc, si vous avez des questions sur les lois qui touchent à nos familles.
Et finalement, un guide pour futures mères lesbiennes et bisexuelles qui était aussi mis à jour en février de cette année-là. Donc, ce guide-là explique les cliniques de fertilité et puis les inséminations maison avec donneurs connus. À part de ça, on a aussi, via comme notre membership, on a fait des livres pour les enfants. Donc, on a 2 livres. Il y a de plus en plus. Au début, il n'y avait pas des livres sur les familles LGBT au Québec. Ça n'existait pas. Donc, on a lancé une compétition auprès de nos membres. Et puis, donc, les 2 livres, peut-être vous avez vu Ulysse et Alice. Est-ce que, juste avec vos mains, avez-vous vu ça? OK, donc la moitié. Donc, ce n'est pas tout le monde. Donc, Ulysse et Alice, c'est un livre qui... Le sujet principal n'est pas les familles homoparentales, mais le caractère principal a 2 mamans. Et puis, à un moment dans le livre, il parle de ça, mais c'est toute une autre histoire. Et puis, c'est une histoire qui est rigolo. Et puis, les jeunes aiment ça. On a donné et vendu des milliers de copies de ça. Donc, c'est très populaire. Juste à Montréal, toutes les écoles primaires de Montréal ont une copie. Donc c'est ça. Et puis, Ulysse, l'autre à droite, ça s'appelle Ulysse alias Easy Lou Gallo. Donc, c'est un peu comme une suite au premier livre. Donc, ça, Ulysse et Alice, c'est pour les enfants de 3 à 8 ans. Et l'autre livre, c'est pour les enfants de 8 à 12. Donc, 2 livres un peu sur la diversité familiale. Et en bas, notre affiche, donc avec le slogan « Il existe toutes sortes de familles où on s'aime et on se sent bien ». Donc, une affiche qui est méga populaire aussi. Donc, c'est tout. Ça, c'est un peu sur notre organisme, sur nos activités. Et puis, je suis prête pour vous après la présentation de Jeanne, si vous avez des questions. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, ça ne va pas être une présentation en tant que telle. Je n'ai pas un PowerPoint super fancy comme... avec Isabelle et Mona. Je vais danser la forme. Et ça va se faire un peu sous forme de questions-réponses. Je vais me présenter rapidement et puis après, je répondrai à vos questions. Donc je m'appelle Jeanne, je suis enseignante au secondaire, je suis française, comme vous pouvez l'entendre. Je suis arrivée au Québec avec ma blonde il y a bientôt 5 ans. Je suis donc également représentante de la coalition des familles homoparentales à Québec, formatrice de cette coalition avec d'autres. Et j'ai également la chance cette année d'accompagner un groupe au secondaire, un comité des alliés de lutte contre l'homophobie au secondaire. Et je dis la chance parce que voir des élèves comme ça, aussi engagés et créatifs, ça donne une grande foi en l'humanité. Donc c'est toujours plaisant. Et puis donc je suis maman avec ma blonde d'un petit garçon, Balthazar, de 2 ans. Et voilà. Et maintenant je vais répondre à vos questions. Si vous en avez. Oui. Alors, nous, on a fait par insémination artificielle dans une clinique à Québec. Et donc c'est ça, on a commencé il y a 4 ans à Montréal, puis après on a déménagé, donc on a poursuivi à Québec. Et on a fait le choix de prendre un donneur qui venait d'une banque de sperme américaine, qui est un donneur qu'on appelle à identité ouverte. C'est-à-dire qu'à 18 ans, notre fils pourra appeler la banque de sperme, et, en fait l'agence canadienne qui fait affaire avec la banque de sperme américaine, et dire voilà, j'aimerais avoir les coordonnées du donneur. Cette agence canadienne appelle le donneur, dit voilà, il y a un enfant qui est né, qui aimerait avoir vos coordonnées. Il y a 18 ans, vous étiez d'accord, est-ce que vous seriez toujours d'accord? Oui, non, si oui, à ce moment-là, il les donne à notre fils. Donc ça, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, pour lui laisser le choix à lui. C'est ça. Oui. Oui. Ah. Oui, tout à fait. C'est bon. Oui. Ça a peut-être été facile ou peut-être difficile, mais
Est-ce que je répète la question ou la voix était assez claire? C'est pour savoir... Ah, pardon. Donc pour les internets, est-ce que ça a été... Comment on a fait pour choisir qui allait porter l'enfant? En fait, je vais vous dire, quand on l'a décidé, je pense qu'on s'était posé plein de questions. Et je vais essayer de m'en souvenir parce que, sincèrement, on ne se souvient plus du tout des raisons. Je pense que ce qu'on s'est dit... C'est moi qui l'ai porté en l'occurrence. Et pourquoi on a décidé ça? En fait, au départ, on s'était dit on va faire l'une après l'autre. Puis d'abord moi, je sais plus. Mais vraiment parce que maintenant, ça n'a plus aucune importance. Mais je vais vous dire que ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. On s'est dit toutes les deux. On avait à peu près le même rapport à la grossesse, c'est-à-dire que ça ne nous dérangeait pas d'être enceinte, mais ce n'était pas non plus un enjeu dans notre vie. On ne se disait pas qu'on passerait à côté de quelque chose si on n'était pas enceinte. Et au début, donc, on s'était dit l'une après l'autre, puis finalement, là, la grossesse s'étant très très bien passée, on s'est dit, on va recommencer comme ça du coup. Donc si on a un deuxième enfant, ce sera moi de nouveau qui le porterai parce que voilà, on se rend compte toutes les deux qu'une fois que l'enfant naît, c'est comme ça n'a pas d'importance qui l'a porté là. Donc c'est ça. Je suis désolée de répondre un peu par le biais, mais sincèrement, je me souviens plus. Oui. Alors, la principale raison, c'était parce qu'en France, il y a 5 ans, l'homoparentalité n'était pas du tout reconnue par la loi. Donc, on n'allait pas en prison si on avait un enfant en étant un couple de femmes ou un couple d'hommes. Mais il n'y a qu'une mère qui est reconnue comme parent. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que la mère qui n'a pas porté peut adopter l'enfant de la conjointe. Mais encore, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux qui décident que non, parce qu'avoir fait de la procréation médicalement assistée en Belgique, alors que c'est interdit en France pour un couple de femmes, c'est illégal et on n'accorde pas l'adoption à quelqu'un qui a suivi une procédure illégale. Donc ça dépend des tribunaux, ça, voilà. Donc c'est toujours pas complètement réglé. Donc c'était la principale raison. Et puis ça va vous étonner, mais c'est aussi la réforme pédagogique au Québec qui moi, comme enseignante, m'a attirée. Et je ne regrette pas. Oui. Est-ce que vous avez vécu une démonstration ou un épisode d'homophobie de la part des gens en général? Une fois qu'on a eu un enfant? Oui, pardon. Est-ce qu'on a déjà vécu Est-ce qu'on a déjà vécu donc un épisode d'homophobie une fois qu'on a eu un enfant dans le cadre de l'homoparentalité ou avant, oui. Oui. Je vais, voilà, comme sans doute beaucoup ici en ont vécu. À Paris, dans le métro, j'embrasse ma conjointe pour lui dire au revoir, puis quelqu'un dit qui fait l'homme, qui fait la femme. Voilà, ce genre de choses tout à fait sympathiques. Voilà, et puis une fois qu'on a eu un enfant, de l'homophobie, non, de l'hétérosexisme, oui. C'est-à-dire quand l'une de nous est seule avec Balthazar, les gens présument toujours qu'il y a un papa dans l'histoire, et donc comme il est roux, forcément le papa est roux, tout ça. Mais une fois qu'on explique qu'il a 2 mamans, il n'y a pas de jugement, en tout cas pas apparent. Peut-être qu'à l'intérieur des gens, il y en a, mais ils ne le font pas subir. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça. Mais c'est ça. Donc il n'y a pas de... Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vécu d'homophobie. Oui. Vos familles ont réagi comment? Alors, comment ont réagi nos familles? En fait, elles étaient très déçues d'être grands-parents loin, surtout. Parce qu'il y a l'Atlantique entre eux et nous. En revanche, ils ont bien compris notre choix là, de vouloir vivre dans un pays où notre famille serait reconnue. Donc plutôt heureux pour nous, pour notre projet. Et puis, donc que ce soit, voilà, par honneur pour elle, je ne décrirai pas l'hystérie de ma mère quand elle est devenue grand-mère, mais donc
voilà, mes parents, mon père et ma mère sont très heureux d'être grands-parents. Viennent régulièrement ici. Et puis, du côté de ma blonde, donc, sa famille n'a pas de lien biologique avec Balthazar. Et en fait, sa mère s'est tout de suite sentie grand-mère, surtout quand elle l'a vu. Et quelque chose de très étonnant toujours, mais c'est des réflexes qu'on a, mais dès qu'elle a vu Balthazar la première fois, il avait 6 mois, donc ça faisait 6 mois qu'il vivait 24 heures sur 24 avec ma blonde, parce qu'elle travaille à la maison. La première chose qu'elle a dit, c'est « Oh, il a les yeux de Florence !»« Oh, bah non, je suis bête. » Mais si. En tout cas, il a son regard. Donc, même les grands-parents non biologiques, en fait, voient des choses, voient le lien très fort, y compris physiquement, en fait. Donc, oui. Comment est-ce que vous envisagez l'éventualité que les géniteurs, rendus au 18 ans de vos enfants, relèvent dans le tableau? Comment est-ce qu'on envisage l'entrée dans le tableau du géniteur, du donneur, dans la vie de notre enfant? En fait, assez sereinement. C'est-à-dire quand on a fait le choix de l'identité ouverte, c'était vraiment... On ne se disait pas que notre enfant aurait absolument besoin de le rencontrer pour être bien dans sa vie. Parce que pour nous, on le remercie tous les jours là, d'avoir fait ce don de sperme parce qu'il nous a permis d'être mère et puis que c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est comme ça. On n'a pas eu l'occasion là à 2 ans de présenter ça à notre enfant, mais c'est comme ça qu'on le présentera à notre enfant en tout cas, de cette façon très positive. Mais il a pas, dans la future évolution et dans l'évolution quotidienne et future de notre enfant, il est absolument pas dans le tableau dans ce sens-là. Il n'a pas d'influence là-dessus. Donc on se sent pas du tout en concurrence par rapport à lui, disons, en termes de légitimité par rapport à notre enfant. On s'est juste dit que ça c'est nous, c'est comme ça qu'on voit les choses, puis c'est comme ça qu'on va les transmettre à notre enfant, mais comme tu l'as dit, la recherche montre que les parents ne sont pas les seules influences dans la vie d'un enfant, et que si jamais lui il avait une autre vision que la nôtre, on voulait que les portes soient ouvertes pour lui. Mais c'est ça. Mais donc, voilà, au jour le jour. Oui. Oui. Alors, c'est une garderie familiale. Écoutez, ça se passe très bien quand on l'a inscrit à la garderie. Ils sont arrivés avec des papiers, puis ils avaient pris soin de réimprimer les papiers pour que ce soit marqué mère-mère. C'est une garderie colombienne qui est juste là, comme je pourrais leur dire bonjour. En fait, en plus, on a la chance que ce soit une garderie familiale, mais qui fonctionne avec une grande solidarité avec leur famille à eux, c'est-à-dire qu'il y a toujours plein d'adultes dans cette garderie. Ils sont 6 enfants, mais il y a les 2 gardiennes, puis il y a souvent le frère de la gardienne, puis la femme du frère de la gardienne, puis le mari d'une autre gardienne qui est aussi très présent. Donc il y a vraiment énormément d'adultes, puis ça se passe... il n'y a absolument aucune différence de traitement, évidemment. Et puis les parents aussi, c'est donc une garderie, ils organisent souvent des fêtes pour que les parents se rencontrent et tout ça. Et donc les autres parents connaissent notre réalité. Puis il y a même... il y en a une qui est un peu plus grande, donc qui a demandé pourquoi on ne voyait jamais le papa de Balthazar, parce que les papas sont très impliqués dans cette garderie-là. Et donc je dis, Balthazar, il a 2 mamans. Et elle me dit, ah oui, la dame avec le manteau sale. Donc c'est bien, elle a lavé son manteau le soir même. Et puis voilà, et puis après, apparemment, le soir à la maison, elle dit, ah, Balthazar, il a 2 mamans, et donc il a 2 papas, mais on les voit jamais. Parce que pour elle, c'était forcément, ça allait ensemble. Donc, une grande avancée en mathématiques pour 3 ans. Et donc, du coup, sa mère, le lendemain, est venue nous voir et dit, voilà, Lilia, elle dit ça, est-ce que c'est vrai? Ça aurait pu être vrai. Donc, est-ce qu'il a 2 mamans, 2 papas? Non, il a 2 mamans. Ah, d'accord, on va réexpliquer à Lilia comment c'est, et puis voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais que dans les CPE, il n'y a pas longtemps, ils
Ok. Donc il y a un changement dans les formulaires des CPE en général. Ok, ben, tant mieux. Oui. À la suite de l'article que vous avez fait, il y a eu des commentaires, des gens qui sont venus spontanément vous parler ou avoir votre feedback par rapport à l'adoption ou à la procréation? En fait, il y a... non, pas à la suite. Ben, l'article qu'il y a avec notre photo, et c'est drôle, il est sur le frigo à la garderie. Parce que c'était comme, oh, on connaît des gens qui ont fait la une d'un journal, tout ça. Non, ben, en fait, on en a déjà des questions parce qu'on est très ouverte sur notre réalité, donc les gens n'étaient pas surpris. Puis ceux de la communauté homosexuelle qui ont pu découvrir notre famille à travers ce journal, je pense que Olivier Poulain, régulièrement, s'il a des questions, de toute façon, même avant la sortie de ce journal, les envoyait vers moi, donc il n'y a pas eu de changement particulier. Non. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la procréation médicalisée au lieu de l'adoption? Donc, ce qui nous a motivé à aller plus vers la procréation médicalement assistée que l'adoption, en fait, c'était un peu la facilité, je dirais. Bon, déjà, c'est pas le même projet, ça c'est certain, mais l'adoption, c'est un processus qui est plus difficile, enfin plus long en tout cas. Et puis, au Québec, il y a la banque mixte, qui fait qu'on est d'abord famille d'accueil, puis après... donc famille d'accueil en vue d'adoption. Donc on est un temps famille d'accueil avant une possibilité d'adopter. Et même si les probabilités pour que l'adoption se fasse pas sont très petites, elles existent. Donc ça peut être un défi supplémentaire à gérer dans le quotidien familial, d'avoir cette inquiétude-là. Donc, comme on avait la chance d'avoir 2 utérus, à peu près, on s'est dit qu'on allait les utiliser. Voilà. Oui. Est-ce que ça a toujours fait partie de vos projets de vie avoir des enfants, à vous et à votre conjoint? Oui, absolument. Oui, ça a toujours fait partie de nos projets de vie. D'avoir des enfants, moi, contrairement à Mona, mais je vivais dans un pays où normalement les homosexuels faisaient le deuil de la parentalité aussi quand ils le découvraient adolescents, mais je sais que c'est une des choses, quand je me suis découverte lesbienne, je pense que 10 minutes après, elle m'a dit « Ah oui, c'est ça, je suis lesbienne », 10 minutes après, j'ai dit « Et je serai maman ». Et pour moi, c'était... Et c'est quelque chose sans doute très important parce qu'une fois, mon petit frère m'a appelé à 8h du matin alors que normalement il se réveille plutôt à midi. Et j'avais 20 ans, donc lui en avait 14. Et il m'a appelé et il m'a dit « Ah oui, je t'appelais juste pour te dire un truc. T'es lesbienne, mais t'oublieras pas de me faire oncle aussi. Hein. Salut !» Donc apparemment, on me vit déjà comme mère depuis comme toujours. Donc voilà, pour dire que oui, ça a toujours fait partie de ça, et ma blonde aussi. Oui. Donc on veut d'autres enfants. Et on n'a pas, pour avoir le même donneur, il faut le réserver. Donc ce qu'on n'a pas fait, on s'est demandé. Et puis, en fait, si il est toujours disponible, on prendra sans doute le même pour des raisons parce qu'apparemment, son sperme était compatible avec moi, mon système reproductif aussi, donc pour cette raison-là. Mais pas pour faire un lien particulier entre nos enfants. Là. C'est comme... Pour nous, si on avait un enfant adopté de Chine et un autre enfant adopté du Sénégal, ils seraient frères et sœurs, point barre. Donc c'est pas... Voilà. Oui. Mais comme tu es enseignante, oui. Je suppose que tes élèves savent que tu es maman. Oui. Oui. Et est-ce que la réaction est bonne en général? Comment ça se passe à l'école? Alors en fait, donc mes élèves savent que je suis maman et mes élèves savent que je suis lesbienne également.
Les réactions des élèves sont... Enfin, ils me demandent plus des choses sur le fait d'être maman que d'être lesbienne. Enfin, ils me demandent même rien sur le fait d'être lesbienne, mais ça se passe ordinairement. Enfin, je veux dire, ils posent le même genre de questions qu'à mes collègues hétérosexuels parents. J'ai juste un élève qui, très bizarrement, a été traumatisé d'avoir su que j'avais été enceinte, parce qu'il avait toujours pensé que c'était ma blonde qui avait été enceinte et qu'il ne m'imaginait pas avec un ventre comme ça, parce que j'avais été retirée, donc il m'a jamais vue avec un ventre comme ça. C'est tout. C'était la seule réaction un peu étrange que j'ai eue. Donc c'est ça. Oui. Oui. Une dernière question. Qui sera de toi ou non? Ou pas. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Et puis, votre équipe. Et merci aux organisateurs. En fait, j'inviterais Mona et Isabelle à revenir sur scène. Puis Jeanne, tu peux rester là si jamais les gens ont des questions qui leur viennent à l'esprit ou si des compléments de réponse. On va vous donner des chaises, peut-être? Ça va être plus confortable. Vous restez debout? Restez debout? OK, parfait. Mais si jamais vous avez des questions pour Isabelle, Mona ou Jeanne sur le contenu de leur présentation ou sur le rôle de la coalition des familles homoparentales, je vous invite à les poser. Je vais vous redonner le micro. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai une question concernant la coparentalité. Dans ces cas-là, il y a 4 parents. Est-ce que les 4 parents sont légalement parents? Donc, la question était, est-ce que les 4 parents, dans le cas d'une famille avec coparentalité, est-ce que les 4 parents vont être légalement reconnus? Donc, j'ai mentionné dans ma présentation qu'il y avait toujours des choses à résoudre légalement. Donc, ça fait partie de ça. En fait, on est au Québec dans le modèle biparental. Donc, dans une famille avec coparentalité, il y a seulement 2 parents qui sont légalement reconnus. Ça peut être les 2 mères, les 2 pères, ça peut être une mère et un père, mais pas tous les 4. Et en fait, c'est dommage parce que ça ne reflète pas la réalité de ces familles. Mais le ministère de la Justice a un comité maintenant qui est en train de regarder la réforme du droit familial. Et puis ça, c'est un des éléments qu'ils vont regarder parce que récemment, la Colombie-Britannique a fait un changement. En fait, depuis janvier 2014, il y a la possibilité d'avoir 3 ou même 4 parents légalement reconnus. Donc, en fait, jusqu'à récemment, on était la place le plus avancée au monde en termes de nos droits, mais maintenant, on est rendu aux 2e place. Oui, donc on va se rattraper, exactement. Oui. Mais, OK, donc on va répondre partie A, partie B. Donc, dans notre organisme, le problème, c'est que, l'adoption, c'est une juridiction provinciale. Donc, chaque province peut faire d'autres décisions. Comme, par exemple, ici au Québec, on fait affaire seulement avec des pays qui ne permettent pas aux gays et lesbiennes d'adopter. Mais par ailleurs, en Ontario, l'Ontario fait affaire avec les États-Unis qui permettent, il y a certaines agences aux États-Unis qui permettent les couples de même sexe adoptés. Je ne parle pas des couples, je parle des individus. Oui. Donc, laisse-moi juste procéder avec la logique de mon argument. Donc là, mais ici au Québec, c'est seulement certains pays. Et puis, c'est le secrétariat de l'adoption internationale qui décide. Donc, parmi ces pays, il y a un sous-groupe des pays qui acceptent des célibataires. Donc, ce n'est pas tous les pays. Et puis, les règles changent d'un pays à un autre. Donc, par un exemple, c'est Haïti, qu'à un moment permettait les célibataires, et puis plus tard, c'est juste les couples.
Et puis quand il parle des couples, c'est des couples hétérosexuels. Donc, il n'y a pas énormément des pays qui acceptent les célibataires. Et en plus, il y a, dans beaucoup de cas, le secrétariat à l'adoption internationale, à cause des lois des autres pays, exige aux postulants de signer un document disant qu'ils sont hétérosexuels. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut mettre leur nom sur un acte, un papier qui est en fait c'est frauduleux. En plus, fait qu'on a de plus en plus des droits ici au Québec, comme des droits de couple, on fait une déclaration d'impôt ensemble. Il y a beaucoup de papiers qui nous lient légalement. Donc, pour la majorité des personnes, c'est vraiment pas possible. Et puis, il y a tellement une bonne opportunité ici au Québec d'adopter des enfants québécois. Et puis, c'est une fausse idée que les enfants dans les autres pays sont en meilleure santé que les enfants ici au Québec. C'est pas comme... En fait, finalement, au moins ici au Québec, on a souvent d'informations sur les antécédents. On a d'informations sur les parents. Moi, je connais des couples homo et hétéros qui ont adopté à l'international où ils n'ont aucune information de tout sur qui étaient les parents bio, qu'est-ce qui étaient les conditions. Donc, et même si on a un enfant biologiquement, on peut avoir des problèmes de santé. Donc, il n'y a aucune raison de penser que ça va être mieux d'adopter à l'international. Donc, c'est vraiment, on voit ça de moins en moins. J'ai rien d'autre à ajouter. En fait, c'est par rapport au fait que c'est vrai que ça fluctue beaucoup là, d'un pays, d'un donateur d'enfants à un autre. Là, donc, c'est pour ça aussi qu'au Québec, ça devient une possibilité plus envisageable, plus facile, plus pratique aussi. On va le répéter, oui. Stéphane? On est sollicité de façon incroyable. C'est comme de façon régulière. Donc, c'est assez difficile. Oui, donc comment faire face au problème que c'est souvent les mêmes répondants masculins qui sont en fait qui témoignent là, dans les études sur l'homoparentalité masculine. Donc, comment faire face à ce problème-là en tant que chercheur? Poser là une grande question. C'était dur de répondre. Pour ma part, quand j'ai fait mon mémoire en sexo, là, j'avais 10 participants homosexuels qui avaient adopté un enfant ou des enfants en pays étranger ou en banque mixte. Et j'étais au fait là, de cette préoccupation-là non négligeable. Et ça a été difficile quand même de les recruter. Et en ayant parlé avec eux, je sais qu'il y en a 3 ou 4 qui avaient déjà répondu à une étude similaire, ou en tout cas qui traite de questions en tout cas similaires, oui. Mais bon, je serais encore à maîtrise, à chercher des participants présentement si j'avais mis de côté. Donc, on est au fait de ce problème-là, c'est bien évident. Évidemment, c'est dans les grandes enquêtes populationnelles, dans des grands échantillons, qu'on réussit à trouver davantage de participants, mais évidemment là, comment leur parler pour des études qualitatives, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour les études quantitatives, probablement qu'il y a moyen là, d'affronter ce problème-là différemment avec les grandes enquêtes populationnelles. Mais pour les entrevues qualitatives, en tout cas du moins à Québec, puis à Montréal, puis au centre du Québec, c'est vrai que c'est souvent les mêmes participants.
Oui, bien sûr. Oui. C'est régulièrement soulevé, effectivement. Mais en même temps, si je peux ajouter quelque chose à ça, le Québec n'est pas la seule place au monde qui fait la recherche sur l'homopaternité. Donc, il y a plusieurs pays qui regardent cette réalité. Donc, on peut, je pense aussi, regarder, même si le contexte, des fois, c'est différent, c'est sûr, mais il y a, quand on pose des questions sur la capacité parentale et puis le bien-être des enfants, je pense que les résultats vont tous dans la même direction. Exactement, oui. Ma question est pour Mme Bédard. Vous avez parlé que la prochaine frontière serait de regarder les parents bisexuels et les contextes comme ça. Mais vu l'hétéronormativité, comme Mme Créman l'a dit, qui force une biparentalité, du moins ici, est-ce qu'il y a des études, je me questionne sur la faisabilité d'étudier des parents bisexuels dans un contexte où il y a juste deux parents, fait que ça force l'hétéro ou homosexualité et ne peut pas avoir entre les deux parce qu'il y a juste un partenaire. Est-ce qu'il y a des études sur les couples qui sont justement différents, polyamoureux, avec plusieurs ensemble, pas nécessairement coparentalité, mais qui sont en couple d'ensemble à 3, 4? Est-ce qu'il y en a? À ma connaissance, pour ce qui est des études, est-ce qu'il y a des études sur les couples polyamoureux, bisexuels et tout ça? Il y en a qui investiguent ce type de relation-là dans leurs questions préalables, mais par exemple, les analyses ne sont pas nécessairement effectuées. Ça ne porte pas seulement, par exemple, sur la parentalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres variables qui sont étudiées, qu'on peut sortir un peu de jus de ça. Mais à ma connaissance, là, des études sur les familles bisexuelles, il y en a quelques-unes. J'ai mis les références à la fin aussi, si vous voulez aller consulter les études que j'ai recensées. Il y en a, mais je ne pourrais vraiment pas m'avancer sur ce qu'elles contiennent et qu'elles explorent. Mais c'est vraiment en émergence. C'est dur pour moi de répondre davantage parce que c'est pas du tout mon créneau, mais je pourrais toujours par la suite là, vous donner des références là, si vous vous intéressez davantage à la question. Mais c'est effectivement c'est en émergence. Là. C'est des questions qui suscitent intérêt, oui. Et puis, si je peux juste ajouter à ça, je pense que la bisexualité n'implique pas nécessairement le non-monogamie. Donc, on ne peut pas comme dire que les bisexuels ont il y a plus de parents dans une famille avec parents bisexuels que dans une famille avec parents homosexuels. Mais en termes de famille pluriparentale, il y a des études qui se font, mais c'est pas nécessairement comme exactement vu comme ça, mais quand je pense aux études d'Isabelle Côté sur les familles lesboparentales où le donneur est impliqué vraiment dans la vie de l'enfant. Donc, c'est un peu ça, oui, peut-être, mais c'est pas exactement comme quand tu parles d'identité pansexuelle ou les relations polyamoureuses. Donc, à ma connaissance non plus, il n'y a pas beaucoup d'études. Dernière question sur l'adoption avec des enfants dans d'autres provinces canadiennes. En fait, comme j'ai dit, c'est une juridiction provinciale. Donc, normalement, on n'adopte pas des enfants dans d'autres provinces canadiennes, au moins qu'il y a une raison très spéciale. Donc, si c'est intrafamilial, donc l'enfant de mon frère en Alberta se trouve orphelin, comme par exemple. Donc là, où il y a un besoin spécial. Donc, par exemple, un enfant malentendant et puis il n'y a pas une couple qui est prêt à l'adopter, qui parle
International Sign Language. Donc là, c'est une raison spéciale. S'il n'y avait pas en Ontario, je ne peux pas imaginer. Mais il y a certains cas spécifiques. Mais normalement, c'est quelque chose qui se fait. Chaque province gère leurs propres choses. Merci à vous. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé s'ils pourraient avoir accès au PowerPoint. C'est bon? Fait que si vous êtes intéressé à recevoir le PowerPoint par courriel, vous pouvez laisser votre nom à Olivier Poulain qui est en arrière. Il va prendre votre adresse à Vincent. À Vincent qui est en carotté. Donc, voilà. Avant que je l'oublie, merci beaucoup aux trois présentatrices. Ça a été fort intéressant. Ça nous a permis de poser, je pense, un regard assez complet à la fois à partir de la recherche, de l'intervention sur le terrain et de l'expérience sur la diversité familiale. Donc, merci encore une fois d'avoir été là avec nous. Et Olivier m'avise que la couleur officielle de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est le mauve. Donc, demain, comme Olivier en fait la démonstration, donc il est en mauve. Et il y a d'autres événements qui s'en viennent demain, ce soir et demain. Donc, ce soir, il y a un cocktail à 17h30, un cocktail avec, en fait, à la mairie de Québec avec M. Régis Labaume et probablement d'autres conseillers municipaux. Pour être là ce soir, ça vous intéresse, c'est ouvert à tous et à toutes, donc vous êtes les bienvenus à venir célébrer la diversité à la mairie. Ça se passe donc 17h30 à la mairie. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir encore une fois Vincent, qui est en carotté. Vous allez pouvoir réserver auprès de Vincent, je crois, et le coût du cocktail est de 10 $. Voilà. Sinon, demain, on a une super fête familiale à l'école de la Grande Hermine. Donc, la Grande Hermine, c'est une école qui est juste à côté de l'hôpital Saint-François d'Assise, à Limoilou. C'est une fête familiale pour célébrer la diversité des familles. Donc, les familles homoparentales, hétéroparentales sont les bienvenues à se joindre à nous. Ça commence à 11h et jusqu'à 16h. Au rendez-vous, on a des clowns, des jeux. Je vais peut-être être même déguisée en lézard, donc ça vaut la peine de faire le détour. On va avoir sur place de la nourriture, des activités. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Sinon, que dire, sur la table, vous avez le journal Sortie, qui est le journal de la communauté LGBT dans la ville de Québec. Donc, on vous invite à partir avec les éditions. Il y a celle pour la journée de lutte à l'homophobie et à la transphobie et celle sur l'homoparentalité. Donc, les deux éditions sont disponibles. Puis, dans la dernière édition, vous allez avoir tous les détails pour la programmation de ce qui s'en vient ce soir et demain. Sinon, on vous invite à rester. En fait, à midi, le Tam Tam Café va nous servir sa délicieuse nourriture. Donc, vous êtes invités à vous asseoir avec nous, à continuer à discuter avec les conférencières. Je pense qu'ils restent à dîner avec nous. Et voilà. Et un grand merci au Tam Tam Café qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a aussi accueillis l'an dernier. Donc, merci pour votre accueil chaleureux et votre ouverture. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés, puis au plaisir de discuter avec vous sur l'heure du dîner. Y a-t-il autre chose à dire? Bravo, merci Marie-Christine. Merci, bye.